Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière session d'approfondissement sur la méditation sur le souffle. Le programme prévu était d'observer l'impermanence aujourd'hui, mais j'ai décidé de changer un petit peu le programme, parce qu'il me semble que la fois dernière c'était un peu technique, et je pense que ce serait bien qu'on revoie tous ensemble toutes les étapes qu'on a vues précédemment, avec quelques autres détails qu'on peut apporter à cette méditation sur le souffle, quitte à ce que peut-être au mois de septembre on puisse faire un programme sur l'impermanence, la nature de l'esprit, vraiment dédié à ça, quand on aura vraiment approfondi ce souffle qui est la porte d'entrée vers l'observation de l'esprit, des émotions. Je pense qu'en 1h30, c'est beaucoup trop court pour essayer d'aborder l'impermanence ou la nature de l'esprit. Au final, on fait les choses un peu rapidement, ce qui est au détriment de la compréhension profonde. Donc je pense que c'est bien pour cette dernière séance, on essaie de fixer en nous les différentes étapes de cette méditation sur le souffle pour pouvoir s'en souvenir, pour pouvoir le pratiquer individuellement, autant que possible, comme on peut. Donc c'est ce qu'on va revoir aujourd'hui. Excusez-moi si je change le programme. On essaiera certainement à l'avenir d'en parler de cette impermanence, qui est un sujet très important, surtout à cette époque qu'on vit aujourd'hui. Donc on va commencer par une petite méditation. Vous pouvez poser des questions grâce au fil de discussion. Vous pouvez écrire une question que j'essaierai de répondre après la méditation. Puis après, on verra ensemble, tous ensemble, ces 6 étapes. On en verra 6 de la méditation sur le souffle, les 6 premières, pour essayer d'y apporter un peu plus de lumière. Et puis on terminera encore avec une méditation sur le souffle. Donc on va essayer de méditer un peu plus que les autres fois aujourd'hui, pour essayer vraiment de partir avec cette dernière session avec dans la mémoire quelque chose de plus figé. Donc, François, on va... François, Oui, ouais. le son est pas parfait. Parfait, on t'entend, mais c'est pas parfait. Donc, je me permettrai peut-être de couper ta vidéo à un moment si je vois que ça se dégrade. Tu Aucun t'inquiètes pas. problème, bien sûr. D'accord. Ok, pas de problème. Donc, je vais vous encourager à prendre une position confortable de méditation. Cette position qui doit exemplifier un peu l'état d'esprit dans lequel on commence cette méditation, qui est un état d'esprit à la fois déterminé, mais sans force, sans tension. Donc, on va essayer de trouver physiquement une position qui exemplifie cette détente et à la fois cette tonicité mentale. Donc, je vous laisse quelques instants, essayer de trouver physiquement quelque chose qui n'est pas trop relâché, pas trop mou, on pourrait dire, et quelque chose qui n'est pas trop tendu. Surtout sur la colonne vertébrale, si on doit garder cette position pendant 20 minutes, il vaut mieux qu'elle soit confortable parce que ça peut générer des tensions qui peuvent finir par devenir douloureuses dans le dos. Aussi au niveau des épaules. Vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez essayer de tenir votre dos sans l'appuyer sur le dossier. Posez vos mains pour que, à l'endroit où elles se posent, ça ne nécessite aucune tension au niveau des bras. Et on va commencer par prendre 3 grandes, profondes, lentes inspirations-expirations. Alors je vais vous demander d'inspirer très lentement, le plus lentement possible. Peut-être que pour une personne, l'inspiration durera 3 secondes, 4 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Il faut simplement trouver quelque chose qui soit
dans le domaine de l'agréable. Et ça, c'est très très important. Il faut qu'il n'y ait aucune tension, le moins possible. Et c'est pour nous faire prendre conscience de qu'est-ce que pour nous, à cet instant, une inspiration, une expiration lente. Donc on va prendre une lente inspiration, on va retenir notre respiration avec toujours quelque chose d'agréable, quelques secondes, et sans forcer l'expiration, sans relâcher toute la pression qui s'est maintenue à l'intérieur des poumons, on va essayer d'expirer aussi lentement que possible. Et sur l'expiration, on peut essayer de penser que le corps se détend tout en conservant cette tonicité. Donc, je vous laisse à présent faire ces 3 lentes, profondes inspiration-expiration. On va pouvoir commencer à présent la méditation sur le souffle. Première étape, j'inspire, conscient de mon inspiration. J'expire, conscient de mon expiration. On ne fait que ça. Cette fois-ci, la respiration est naturelle. On ne sait pas de l'allonger outre mesure, ni de la raccourcir. Simplement l'observer comme elle va et vient. J'inspire, conscient de mon inspiration. J'expire, conscient de mon expiration. C'est très naturel d'observer des distractions, c'est-à-dire que notre esprit va bifurquer naturellement vers d'autres objets à considérer, des souvenirs, des projections, des pensées, des commentaires. Dès qu'on s'en aperçoit, d'abord on n'essaie pas de lutter contre, on se dit c'est normal, je commence la méditation, c'est comme quand on commence à courir et qu'on n'est pas encore très détendu, très échauffé, c'est normal d'avoir des distractions. Je ramène mon esprit calmement sur l'objet de la méditation qui est l'observation
de mon inspiration et de mon expiration. Je sais pas de vouloir que les distractions disparaissent, puisque de toute façon, elles vont revenir. Je les accepte. Et dès que je m'en aperçois, je reviens sur l'objet du souffle. Simplement ça. Et j'essaie de ne pas me tenir à l'affût seulement des distractions, mais de penser que la préoccupation première, c'est d'observer mon souffle. Lorsque j'y arrive, je peux me dire, voilà, pendant quelques instants, même quelques secondes, même une seconde, même une fraction de seconde, j'établis la pleine conscience sur le souffle. Mon esprit est collé à l'objet de méditation. Mon attention est portée sur le souffle. Je peux me dire, voilà, c'est ce qu'il faut faire, et sentir une joie peut-être, d'autoriser en tout cas. À présent, je vais observer les caractéristiques de mon souffle, non seulement observer et être conscient de mon inspiration et mon expiration, mais également de savoir si mon souffle est court ou s'il est long. J'inspire, conscient si mon souffle est long, s'il est court. J'expire, conscient si mon souffle est court, s'il est long. Lorsque je sais si mon souffle est court, s'il est long, je peux me dire, voilà, j'ai établi la pleine conscience, observant la longueur,
de mon souffle. Et sachant que peut-être pendant une seconde j'ai établi cette pleine conscience, eh bien je peux étendre cette pleine conscience, la prolonger peut-être un peu plus. À présent, observant le souffle, je vais observer tout ce qui est engagé dans le souffle, le mouvement de mon torse, de mon abdomen, la sensation du souffle qui traverse mes narines, j'inspire, conscient des parties de mon corps qui sont engagées dans le souffle, conscient des sensations que le souffle provoque. Et j'étends cette attention à mon corps tout entier, conscient de sa tendance à bouger, des diverses sensations, sans m'attarder sur aucune, conservant une appréhension de mon souffle comme objet premier de ma méditation, comme point focal. J'inspire, conscient de mon inspiration, et à travers mon inspiration de mon corps dans son ensemble, j'expire, conscient de l'expiration, et à travers la respiration de mon corps dans son ensemble.
Autant que possible, on essaie de ne pas nourrir le dialogue intérieur, peut-être comparant cette méditation avec une autre, en se disant oui, mais la fois précédente, ça marchait mieux, ou j'ai essayé plein de fois, ça ne fonctionne pas. Essayez d'avoir un regard frais, nouveau, observer le corps, ses divers mouvements, ses sensations, à l'intérieur même de l'observation du souffle. Et à présent, à travers la respiration, je vais calmer mon inspiration et expiration, pas de manière absolue, mais de la manière la plus adéquate à cet instant. Comment est-ce que je peux faire que mon souffle exprime un peu plus de détente? Il faut que je le ralentisse. Est-ce qu'il faut qu'il soit un peu plus profond? Il faut que les muscles engagés dans la respiration se meuvent avec plus d'aisance. J'inspire, je calme l'activité de la respiration. Et à travers la respiration du corps tout entier. Comment est-ce que je peux faire à cet instant, pas de manière absolue, juste à cet instant, pour gagner un peu plus en détente? J'inspire et mon corps et ma respiration expriment ce calme, cette détente. En tout cas, j'essaie d'y être plus sensible. Peut-être que le souffle m'apparaît plus agréable à observer maintenant, comme si mon esprit avait plus d'aisance à prendre le souffle comme objet de méditation.
J'inspire, je calme l'activité du souffle, du corps. À travers cette respiration un peu plus calme, on va terminer par 3 grandes, profondes, lentes inspirations-expirations avec une rétention. Conserver cette sensibilité à faire du souffle quelque chose qui exprime la détente. Surtout pas essayer de forcer parce que ce serait neutraliser les efforts qu'on a mis à détendre le corps, le souffle. On va essayer de faire que, à travers la rétention, on exprime encore cette détente et ce calme. Ça reste plaisant. Je vous laisse à présent quelques secondes, quelques minutes. Nous allons rouvrir les yeux si nous les avions fermés. Calmement revenir à cette session. Vous pouvez vous étirer un petit peu le dos. Et on va passer, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le fil de discussion et j'essaierai d'y répondre. Du coup, François, j'en ai déjà une, mais avant ça, en fait, je veux bien d'ailleurs un retour par aussi le fil de discussion sur le son. Même la caméra coupée, le son était quand même assez haché. Ah, Je pense que ça a quand même permis de faire la méditation, mais avec souvent des moments où du coup tu parlais très très vite, en fait le zoom compensait comme ça. Et du coup, je me demandais si tu pouvais, alors apparemment, il y a des retours comme quoi c'est… Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Donc, c'est peut-être que pour moi, mais pourtant, la connexion que j'ai est bonne. Donc, bah, s'il n'y a pas de souci, tant mieux. Dans ce cas-là, je vais remettre la vidéo. Et puis, vous me direz si… Juste un peu étouffé, d'accord. Alors, je vais peut-être essayer de... Vous pouvez écrire vos questions si vous en avez. Paramètres de son. Ok, il y a quelques personnes pour lesquelles, effectivement, le son n'était pas bon. Donc, du coup, j'ai demandé de réactiver ta vidéo, mais je crois que c'est à toi de le faire. Ok. Voilà. Alors, dans Bon, les ben, questions, ouais. il y avait quelqu'un qui disait que l'analogie de la glu mentale, lui, pour parler de la pleine conscience, lui parlait pas tellement et qu'il voulait bien que tu reprécises ça. D'accord. La conscience, c'est un sujet, c'est quelque chose qui observe. Euh, et le souffle, c'est ce qui est observé. Si on prenait l'analogie d'une caméra, avoir un pied fixe, par exemple, c'est ce qui nous assure que la caméra ne va pas bouger sur son objet, par exemple. La glu mentale, c'est cette capacité de l'esprit, ce pouvoir de l'esprit à se fixer sur l'objet de méditation. Comment il se fixe sur l'objet de méditation? Ben, c'est simplement par le fait de ne pas l'oublier. La fonction de la pleine conscience, c'est de ne pas oublier. Ça ne veut pas dire ne pas oublier dans l'absolu, ça veut dire ne pas oublier parce que pour autant qu'on conserve à l'esprit le souffle, on ne l'oublie pas. On exprime mentalement, à travers l'observation du souffle, le fait de ne pas l'oublier. Voilà, c'est dans ce sens de glu mental. Le sujet, la conscience, est fixé sur son objet, le souffle. Et juste dans les commentaires, il y avait un commentaire ou une question sur le fait de couper les vidéos pour que le son soit meilleur. En fait, c'est géré indépendamment, donc vous n'avez pas d'obligation de couper votre vidéo. Et je pense que même c'est mieux si ça vous ennuie pas et que votre son est bon de l'activer, parce que ça permet aussi de voir pour François de voir un peu comment ça réagit de votre côté. Voilà, donc s'il n'y a pas d'obligation, si vous ne l'aviez pas activé, vous n'avez pas à le faire, mais vous ne sentez pas en tous les cas obligé de couper vos vidéos, sauf si encore une fois le son n'est pas bon pour vous, parce que c'est sur votre son que ça va jouer. Euh, Sinon, il y avait une remarque en fait à partir d'un lien que tu as envoyé, François, je pense que c'était alors peut-être dans le dernier. Le texte qui avait suivi à la dernière session, il était Ouais. marqué qu'il est préférable d'expirer par la narine gauche car ça exprime plus de détente. Et donc, j'imagine que ça, il y avait un commentaire par rapport à ça. Je ne me souviens pas avoir Ça me dit dit rien ça. non plus, mais… Euh, non, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas vraiment, à part quand on fait la méditation en 9 points, la respiration en 9 points, qui est sensiblement la même qu'on fait dans le pranayama, dans la tradition hindouiste. On fait ça aussi quand on commence les méditations. Le Dalai Lama, j'ai envoyé une vidéo, peut-être, sur le Google Group. On voit, il explique cette méditation où on inspire et on expire de manière artificielle en maintenant une pression sur les narines pour équilibrer la respiration, parce que quand on équilibre la manière dont le souffle rentre et sort des narines, on équilibre aussi des aires dans le cerveau qui permettent plus de détente et plus de concentration. Donc, mais quand on médite, on a très peu de contrôle sur dans quelle narine le souffle va rentrer et sortir. Donc, il n'y a pas vraiment d'observation à faire là-dessus. Il y a simplement une observation parce que l'endroit où le souffle rentre et sort nous en dit beaucoup de notre état peut-être mental. Ça, oui, il y a une importance entre la nature de l'entrée et la sortie du souffle et nos états mentaux. Il y a des cycles dans la journée qui se répètent où on respire plus d'une narine que de l'autre. Je l'ai dit, la narine gauche est plus, on pourrait dire yin, plus quelque chose qui active le système parasympathique, plus lié à la détente, à l'introspection. La narine droite est plus liée à une activité diurne, plus liée à quelque chose de yang, si on prend l'analogie de la médecine chinoise. Et c'est plus quelque chose qui est lié au système sympathique, à l'activité forte, et
qui peut être lié au stress aussi. Quand on est stressé, on a souvent une inspiration du côté de la narine droite. Et quand on médite, quand on fait du pranayama, et il y a le pranayama aussi dans la tradition tibétaine, à travers la méditation du vase, par exemple, on arrive à équilibrer complètement le souffle d'une narine à l'autre. Et quand on arrive à équilibrer l'inspiration dans les deux narines, on observe beaucoup plus de calme, beaucoup plus de capacité à absorber l'esprit, par exemple. Là, il y avait quelqu'un qui faisait remarquer qu'après une longue méditation, une profonde détente, le souffle prend une amplitude assez inattendue, avec 4 vrais temps. Et donc, cette personne a tenté de prolonger ces temps de rétention et se demandait si c'était une bonne chose, bonne entre guillemets. Est-ce que c'est une bonne chose, en fait, de prolonger ces temps de rétention? on peut essayer parce que c'est très calmant. Le pranayama est quelque chose de très calmant qui équilibre les énergies dans le corps, ce qu'on appelle les souffles, le prana en sanskrit, le chi dans la tradition chinoise. Donc c'est quelque chose qui a de profondes implications, mais le danger est de le forcer. Il faut jamais que ce soit, jamais que ce soit forcé, dans le sens où la manière dont on l'observe est quelque chose d'un peu désagréable. Si c'est le cas, on est allé trop loin et ça peut être plus négatif que positif. Le pranayama peut être dangereux. C'était jamais quelque chose qui était enseigné à des débutants, par exemple. Parce que si on le fait avec de la nervosité, on déséquilibre les vents dans le corps qui sont capables potentiellement de rendre malade aussi. Donc, il faut vraiment que la rétention se fasse avec beaucoup de détente et beaucoup de calme. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de faire la rétention une fois qu'on a développé des détente sans essayer de forcer le souffle, parce qu'à ce moment-là, on va y arriver beaucoup plus parce que l'esprit sera déjà calme, que de commencer directement à faire du pranayama et à essayer de faire des rétentions. Mais ça peut aider dans la méditation parce qu'on le verra dans les étapes qu'on va revoir. La lenteur ou la longueur du souffle est très importante dans la méditation. Donc vous pouvez essayer dans la mesure où vous êtes sûr qu'à ce moment où vous le faites, il y a vraiment une forme de détente. Est-ce qu'il est conseillé, lorsque les pensées deviennent trop importantes, de reprendre la méditation depuis le début? Oui. Oui, vous pouvez rester sur quelque chose qui vous paraît plus simple, plus faisable. Si c'est trop difficile, il ne faut pas forcer non plus. Il ne faut pas forcer la méditation si vous pensez que c'est vraiment impossible parce que ça risque d'être plus négatif que positif. Il vaut mieux s'arrêter, faire un point. Il y a des moments où on peut ne pas méditer, par exemple. On se dit non, c'est trop difficile, soit parce qu'on a une forme de torpeur ou de sommeil, on s'endort complètement, ou soit parce qu'on est trop nerveux et il vaut peut-être mieux essayer de repenser à ce qui provoque notre nervosité plutôt que d'essayer de calmer le souffle, même si le fait de calmer le souffle peut nous permettre d'aborder nos problèmes avec beaucoup plus de recul. Quelqu'un qui disait, j'ai constaté en fin d'expiration, le mot oui apparaît et ça m'aide à rester présente. Est-ce que c'est une pensée de distraction ou pas? Ça peut être un moyen qui peut être opportun, le sens de oui, si c'est le oui, j'arrive à observer mon souffle, ça peut être positif parce qu'on voit qu'il ne faut pas se tenir à l'affût des négativités, des choses négatives dans la méditation, en l'occurrence nos distractions, parce que sinon on finit par nourrir notre méditation que de choses négatives. Or, on doit développer toute cette force de détente, de positivité, au moment où on a l'esprit distrait, ce qui est très difficile. Ça demande vraiment d'être super positif mentalement, parce qu'il peut arriver qu'on soit complètement distrait, sans arrêt distrait, mais on va essayer d'observer ce petit moment où on a été focalisé sur l'objet, se dire voilà. Et au moment où on fait ça, on est conscient d'avoir la pleine conscience, et déjà ce petit moment peut durer un peu plus. C'est en observant et en réaffirmant en nous l'appréhension des choses positives, en l'occurrence cette pleine conscience, qu'on arrive à allonger cette méditation et gagner dans le pouvoir de la pleine conscience. Donc si ce oui fait dire oui, ça y est, je fais vraiment ce qu'il faut, eh ben on peut conserver ce dialogue intérieur. Tout ce qui sert durant la méditation doit être conservé. Il n'y a pas une absence totale de discursivité pendant la méditation. On a vu qu'il faut observer, est-ce que je suis sur le point d'être distrait, quelles sont
mes distractions, ça on le fait peut-être un peu plus tard dans la méditation, mais revenir à l'objet de méditation, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le souffle? Est-ce que il y a du monitoring, il y a de l'observation, de la surveillance de l'esprit. Donc on peut, si ça nous aide, dire oui, ça peut nous aider. D'ailleurs, les méditations Thich Nhat Hanh, il y a une forme de verbalisation. J'inspire, je suis à la maison, j'expire, je suis en paix, je suis comme une montagne, je suis comme une rivière. Et on peut même le dire en parlant, si on veut. On peut faire une méditation marcher en parlant, si ça nous aide. Et une question un petit peu liée. Parfois, les pensées prennent trop le dessus certains jours. J'ai lu L'art de la méditation de Mathieu Ricard qui suggère notamment dans ces cas-là de compter chaque inspiration et expiration par cycle de 10 ou de réciter dans sa tête un mantra ou une pensée de bonheur pour tous les êtres à chaque inspiration et expiration. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu aurais d'autres astuces de ce genre pour améliorer la concentration sur le souffle? C'est une bonne question. J'allais en parler aujourd'hui parce que vous aurez noté qu'on n'a pas mentionné le comptage des respirations, alors que c'est quand même assez commun dans la méditation. Parce qu'il y a il y a plusieurs écoles. Ça peut servir ou ça peut desservir le souffle, le comptage. Alors je vais en parler maintenant parce que ça vient maintenant, donc très bien. Oui, ça peut aider. Il ne faut pas que l'activité primaire de la méditation devienne le comptage. Ça, c'est la première chose. L'activité primaire, c'est-à-dire l'activité de focus de l'esprit, ça reste, est-ce que je dois observer la longueur du souffle? Est-ce que je dois observer la détente? Parce que sinon, ça devient comme compter des moutons, et puis on arrive à compter les moutons, mais ça ne nous aide pas à nous détendre. Donc, il faut que l'activité primaire reste l'observation du souffle. C'est pour ça qu'on ne fait le comptage qu'à la fin de l'expiration. J'inspire, je ne compte pas. J'expire, je ne pense pas compter. Et à la fin de l'expiration, je compte 1. Et c'est tout, on l'oublie. J'inspire, j'expire, je note 2. J'inspire, j'expire, je note 3. Alors après, il y en a qui disent qu'on peut faire, une fois qu'on y arrive, on peut compter jusqu'à 100, on peut compter par chiffre impair, on peut faire jusqu'à 100 et puis faire la marche arrière. Moi, je ne le conseille pas parce que le problème du comptage compliqué, c'est que ça va devenir l'objet primaire de notre méditation. Et surtout, quand on a 100 à compter, on va se dire, bah, si je respire plus vite, je vais aller à 100 plus rapidement, donc je vais finir ma méditation plus vite. Et auquel cas, on va accélérer la méditation, la respiration. Si on accélère la respiration, on nuit à la détente, puisque, on va le voir, plus l'esprit est concentré, plus l'esprit est calme, plus la respiration est lente. Donc il faut que ce comptage ne fasse pas au-delà de 10. Moi, je ne conseille pas au-delà de 10. Sous 10, ça ne sert plus à rien parce qu'on peut compter jusqu'à 5, ça c'est assez facile. Au-delà de 10, on va commencer à accélérer la respiration. Donc il faut qu'on conserve une respiration lente. Et plus on va avancer dans la méditation, plus elle va se calmer. On va pouvoir respirer quasiment sur 30 secondes. Et plus on respire lentement, plus l'esprit s'absorbe. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. Dans la tradition bouddhiste, on préfère dire on laisse la respiration naturelle, quitte à ce qu'on autorise à ce qu'elle se ralentisse. Dans la tradition hindouiste, on prend une autre indication. On force, mais on essaie de le forcer dans la détente. Au final, on arrive quasiment au même point, mais à travers deux perspectives différentes. Donc, en observant ces deux perspectives, on arrive à comprendre quelle est l'intention derrière. Mais l'intention, c'est de garder surtout du calme et de la détente. Donc, on peut faire le comptage, inspire, je compte jusqu'à 10, et en comptant jusqu'à 10, je reviens à 1. Et je fais des cycles comme ça. Ça peut aider. Moi, je compte parfois, ça aide. Voilà ce que je peux en dire. Oui, il y a pas mal d'autres questions qui sont arrivées, mais du coup, il y en a une qui est arrivée plus tard, mais qui est liée, qui demandait si on peut faire des affirmations positives sur l'inspiration et l'expiration. Il faudrait que j'ai un exemple parce que
Par exemple, ce qu'on fait, j'inspire, je suis sensible à la détente dans mon corps, c'est une forme d'affirmation positive, mais l'extrême, ce serait de ne rien faire, et l'extrême inverse, ce serait de faire la méthode Coué, de penser que par l'affirmation des choses, les choses vont se passer. Il vaut mieux être sensible à la chose elle-même plutôt que de répéter les choses, parce que, encore une fois, l'extrême de ça peut être qu'au final, on va répéter les choses, mais on ne va pas les faire. On va répéter « je suis calme, je suis calme ». Non, c'est pour ça que l'objet principal, c'est le souffle. C'est à travers l'observation du souffle que les affirmations vont être possibles. C'est à travers la concentration qu'on acquiert qu'on va réussir à faire que ces affirmations, elles ne demeurent pas que des mots. Ça, c'est très important. Donc, ces affirmations, il faut être conscient qu'elles ont l'importance, puisque j'inspire conscient de la détente dans mon souffle, j'expire, j'autorise cette détente, c'est une forme d'affirmation. Mais c'est une forme d'affirmation qui n'intervient que quand elle est possible, quand elle est capable de produire un effet. On ne commence pas par ça, parce que sinon c'est la méthode Coué, sinon c'est se forcer. Je suis calme, je vais bien, tout va bien. Quelqu'un qui disait que cette personne trouvait qu'il était plus facile de méditer en groupe, même virtuellement, et qui se demandait pourquoi. Alors, je comptais en parler aussi aujourd'hui, sur les méditations guidées. Ben parce que c'est comme faire du sport en groupe. Hein. Je pense que l'énergie du groupe aide, le fait qu'on soit tous ensemble dans une même activité, ça fortifie la détermination. Et puis d'être guidé dans la méditation, ça permet d'avoir quelqu'un qui nous fait nous souvenir des instructions, parce que parfois quand on les oublie soi-même, c'est difficile de les retrouver dans la méditation. Donc je voulais mentionner ce point de la méditation guidée. Il ne faut pas se forcer à faire des méditations non guidées quand vous pensez que ce n'est pas bénéfique pour vous. Si vous pensez que c'est bien de faire des méditations guidées, trouvez des supports de méditation guidée et c'est très bien. Ne forcez pas parce que dans les fichiers que je vous ai envoyés, ça encourageait la méditation non guidée. Vous envoyez les instructions pour essayer d'établir une pratique quotidienne sur la méditation sur le souffle. Mais si vous n'y arrivez pas, prenez peut-être ces moments où je guide une méditation et puis vous pouvez essayer de les répéter, les mettre sur lecture ou simplement le son si ça vous aide. Et sinon, au centre Kalachakra, il doit y avoir des supports sur la méditation sur différents objets et puis en ligne. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Petit Bambou. Il y a plein de supports, il y a plein de... Prenez vraiment ce qui vous convient. Et si la méditation guidée est plus simple pour vous, eh bien, allez-y. Lorsque je médite, au bout d'un moment, la respiration devient de plus en plus ténue, plus fine, comme si je respirais avec presque plus d'amplitude. Est-ce que c'est normal? Oui, alors, oui. La capacité d'air que les poumons inspirent au repos, en général, ça peut être 1,5 litre. C'est très peu. Quand on considère la capacité des poumons, par exemple, une inspiration maximale et une expiration maximale, l'amplitude est beaucoup plus forte. Et il peut arriver que quand on médite, on absorbe presque plus d'air. Parce qu'un demi-litre dans la respiration au repos, ça ne prend pas en compte l'espace que prend la trachée, l'espace, on peut dire, de repos des poumons. Donc finalement, la quantité d'air qu'on absorbe peut être très ténue. Ça, je ne pourrais pas vraiment donner d'indication parce que ça dépend ce que ça veut dire ténu. Parce que la respiration yogique, ce qu'on appelle la respiration yogique, c'est quand même une certaine amplitude. Hein. Plutôt que de penser que la respiration va s'arrêter, c'est-à-dire qu'on va inspirer un tout petit peu, respirer un tout petit peu, pensez plus à des vagues qui sont très lentes comme ça, mais qui montent avec une certaine amplitude. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est plus dans ce sens-là qu'il faudrait essayer de... Parce que sinon, après, il peut avoir la tendance à respirer juste un tout petit peu et expirer un tout petit peu, ce qui a un petit peu la tendance à
produire une nervosité de l'esprit, parce que quand on n'est pas très en forme, parfois on respire un tout petit peu, on expire un tout petit peu. Donc il faudrait vraiment que cette personne voit si c'est une amplitude forte ou si c'est vraiment des toutes petites inspirations avec un tout petit niveau d'air inspiré. Il y a encore deux questions. Si on a plaisir à méditer, à s'asseoir sur le coussin, à partir de quel moment est-ce à considérer comme de l'attachement à une habitude? Est-ce qu'il faut casser cette habitude? L'attachement, oui, l'attachement, l'avidité plutôt intervient rapidement dans la méditation, mais ce serait dommage de penser qu'il faille arrêter la méditation parce qu'on a de l'attachement pour ça. Moi, je fais de la pratique du débat, par exemple, le débat philosophique, au monastère où j'ai étudié. Et souvent, il y a des personnes qui commencent le débat en disant « oui, mais avoir des réponses sans arrêt, d'être engagé dans un débat, ça, j'ai de la colère en moi », ils arrêtent le débat. Non, c'est quand on découvre qu'on a de la colère et qu'on débat, on en fait un objet de pratique. On se dit « mais pourquoi j'ai du débat quand je réponds? C'est parce que j'ai tort peut-être? Est-ce que j'accepte le fait d'avoir tort dans le débat ?» Pour la méditation, c'est la même chose. Très souvent, on a de l'attachement pour la méditation, mais je dirais avoir de l'attachement pour la méditation, c'est bien meilleur que d'avoir de l'attachement pour des choses matérielles, par exemple. Parce qu'à travers cet attachement, peut-être, on va développer un peu plus de calme mental, qui est bénéfique pour notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qu'on va devoir traiter, cet attachement, et qui de toute façon, dans la méditation, n'est pas bénéfique. Quand on a de l'attachement, on va s'attendre à avoir le même type de méditation que la fois précédente. Très souvent, quand on a des méditations qui fonctionnent très bien, dans lesquelles on sent une détente magnifique, un moment de paix intérieure profond, les jours d'après, c'est la dégringolade, parce qu'on va s'attendre à revivre cette expérience-là, et ça peut être au détriment de l'observation du souffle. On s'attend à voir le résultat sans accumuler les causes et les conditions. Donc oui, l'attachement, il fait partie justement de cette pratique, puisque le calme mental s'acquiert en mettant fin aux 5 obstacles, et un des obstacles, c'est l'avidité. Il ne faut pas avoir ni d'avidité pour les choses extérieures, ni d'avidité pour la méditation. Mais c'est de cette manière-là qu'on développe l'équilibre émotionnel qui permet au calme mental d'intervenir dans l'esprit. Donc il faut vivre avec, il faut en faire un objet de compréhension de soi. Pourquoi à chaque fois j'ai besoin d'avoir du plaisir? Est-ce que c'est la recherche du plaisir qui importe dans la méditation, ou est-ce que c'est par le biais du calme mental développer des qualités qui vont être bénéfiques aux êtres autour de moi? Pourquoi on médite aussi? Donc, établir sa motivation, ça permet de verrouiller le fait que pendant la méditation, on va développer de l'attachement. Parce que si on a une motivation altruiste, moins facilement on va avoir cette avidité pour les sensations plaisantes qu'on va ressentir pendant la méditation, par exemple. Alors, suite à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont recommandé des endroits pour trouver des méditations guidées, donc vous pouvez les regarder dans le fil de conversation. Et puis, il y a une dernière question qui, en fait, portait sur la différence entre observation et pensée, et donc qui, en fait, disait: quand j'observe mon souffle, cette attention ou disponibilité ne génère-t-elle pas des pensées d'auto-analyse et d'auto-comparaison? Quelle est la limite de l'observation? Est-ce que tu peux répéter, Arnaud? En fait, la question, c'était quand en fait, on observe le souffle, est-ce que ça génère pas des pensées, justement, le fait d'observer, est-ce que c'est pas générateur de pensées, et quelle est la limite de l'observation? Alors, je pense que c'est plutôt en termes de vigilance. On a vu qu'il faut développer la pleine conscience, qui est une glue mentale, mais ce n'est pas la seule activité mentale qu'on va développer pendant la méditation. Il faut développer aussi la vigilance, qui est cette capacité à reconnaître: est-ce que mon esprit est sur le point d'être distrait ou pas? Est-ce que je suis parti dans la distraction? Il faut développer plusieurs pouvoirs dans l'esprit pour arriver à un équilibre mental. Si ce monitoring, cette surveillance de l'esprit devient l'activité première de la méditation, c'est-à-dire qu'on se tient à l'affût de toutes les perturbations des pensées, on ne peut pas ni cultiver le calme mental, ni de manière efficace développer la vigilance. La vigilance, cette activité de monitoring, de savoir est-ce que je suis sur le point d'être distrait, est le sous-produit de la pleine conscience. C'est à travers le calme et l'observation des choses qu'on va pouvoir savoir est-ce que je suis sur le point d'être distrait ou pas. Donc il faut que
on y aille mollo sur la vigilance. C'est quelque chose qui ne vient pas nécessairement dès qu'on commence à méditer. On se dit, est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que je suis en train de penser à autre chose? Parce que sinon, ça devient un refrain qui perturbe la pleine conscience. Donc là aussi, c'est tout le travail de l'expérience du yogi, du méditant, de savoir quantifier la dose d'effort qu'on va mettre. Il ne faut pas qu'à chaque respiration, on se demande est-ce que je suis sur le point d'être distrait? Parce que ça va finir par devenir une forme de violence contre soi en se disant ah, je suis encore distrait, ça y est, ben, j'en étais sûr. Est-ce que je suis encore distrait? Et ça devient une litanie qu'on se répète qui peut être assez violente. Donc il ne faut pas le faire. Il faut le faire toutes les 10 secondes peut-être, se dire est-ce que je suis sur le point d'être distrait, est-ce que je suis distrait. Et ça, encore une fois, la mesure de cette vigilance, c'est à trouver individuellement et adapter en fonction des circonstances. Ouais, voilà pour les questions. Je crois que Ok, ça s'est arrêté. d'accord. Bon, bah, très bien. Si vous avez encore quelques questions, vous pouvez les écrire. Peut-être qu'à la fin, on pourra tenter d'y répondre à 11h30. Donc, on va revoir les étapes. Et on a vu que la première étape dans la méditation, c'est pas ce qui se passe dans la méditation, c'est ce qui se passe avant la méditation et qui est fondamental. Le premier obstacle à la méditation, c'est le manque d'enthousiasme. Le manque d'enthousiasme est dérivé de l'absence de reconnaissance des qualités de la méditation et de l'absence de confiance dans notre capacité à développer des qualités mentales comme la concentration, la pleine conscience, la souplesse mentale. Et l'esprit a cette capacité à produire en lui des choses extraordinairement diverses et claires. On peut penser au sommeil, par exemple. Quand on dort, c'est un monde complet qui se crée dans notre esprit. Et on peut réfléchir, on peut se dire « Waouh, mon esprit a la capacité de visualiser, de produire des apparences incroyables. Quand je dors, les rêves, c'est un monde complet qui se crée. » Donc l'esprit, quand il est plus subtil, il a une capacité incroyable. Et ça, on le voit dans le sommeil, qui est un moment où on est quand même assez dans une forte torpeur. Et si on crée les causes et les conditions éveillées de calme et de détente, on va débloquer en soi la capacité à produire quasiment la même chose, mais en 1000 fois plus fort et en 1000 fois plus conscient. Et on a cette capacité-là, mais ça se fait à travers la détente et ça se fait à travers la reconnaissance que la méditation est à l'image de notre vie de tous les jours aussi. J'ai pris cette analogie du télescope pour exemplifier le calme mental. Mais ce télescope, si on le place sur une voiture en plein safari, je prends souvent cette analogie-là, même si c'est en pleine nuit, on n'arrivera jamais à voir les étoiles. Il faut que la base même sur laquelle le télescope est posé, elle soit suffisamment stable. Donc les activités qu'on fait dans la vie de tous les jours, à quel point elles influencent le moment où on va s'asseoir sur le coussin pour méditer. Est-ce que nos activités sont propices à la paix intérieure? Est-ce que les paroles qui ont été dites, les actions qui ont été faites, elles sont propices à plus de paix, à plus de calme, à moins d'avidité? Parce que c'est quand les 5 obstacles ont été éliminés que cet esprit extraordinairement perceptif peut s'absorber complètement sur le souffle, peut faire naître à l'esprit des apparences extraordinairement complexes qui nous servent à réfléchir, à transformer notre existence. C'est vraiment ce télescope qui est le point de départ à la transformation intérieure, qui est un point de départ à la transformation intérieure, mais un outil super puissant. Donc, la méditation est vraiment le produit de notre vie de tous les jours. La voie spirituelle, et d'ailleurs, la méditation est souvent plébiscitée, mais sans regarder vraiment la vie qu'on a,
c'est difficile de penser qu'on puisse atteindre le calme mental. Et une mention pour ça d'ailleurs, le but, c'est pas d'atteindre le calme mental, parce que ça, c'est quelque chose qui est atteignable quand on fait des retraites, par exemple, quand on absorbe l'esprit pendant 6 mois, par exemple, 3 mois. On peut atteindre ces absorptions méditatives totales, on peut rester 4 heures, 24 heures sur l'objet de méditation et avoir cette félicité incroyable. Mais il ne faut pas s'empêcher de courir, par exemple, c'est une analogie, à la raison qu'on ne va pas devenir champion du monde. Non, on peut avoir des bienfaits profonds à courir, à faire du sport, sans avoir à atteindre le summum. Et ben, c'est pareil pour la méditation, on ne va peut-être pas nécessairement avoir cette ambition d'atteindre le calme mental, par exemple, d'atteindre shamatha, mais en tout cas, les bienfaits qu'on peut avoir en établissant une pratique quotidienne, en établissant plus de paix, en générant un peu l'observation du calme, de la détente sur soi, sur le sommeil, toutes les implications que ça a sur notre prise de décision, tout ça, c'est des choses qui vont motiver le moment où, quand on va s'asseoir sur le coussin, on va devoir porter l'appréhension sur le souffle. Donc, encore une fois, la méditation sur le souffle, ça encourage à faire de son existence une voie spirituelle aussi. Une voie spirituelle dans le sens où on développe l'esprit. Et on développe l'esprit pas seulement en méditant, mais en observant notre mode de vie. Parce que c'est en alignant notre mode de vie sur la méditation que la méditation devient vraiment, vraiment puissante. Donc, pendant la méditation, maintenant on est assis sur le coussin, et bien cette méditation sur le souffle, c'est on va accumuler les ingrédients de la recette du calme mental. L'analogie qui est souvent prise par le Bouddha, c'est de se dire on a un fleuve. Le fleuve, c'est ce fleuve sur lequel on va essayer d'être conduit pour aller jusqu'à l'estuaire, par exemple. Mais si ce fleuve, il a des canaux qui viennent pomper de l'eau, et ben, au fur et à mesure qu'on avance, le fleuve va devenir plus étroit, l'eau va devenir moins profonde, et on va finir par râper sur la surface du fleuve et on ne pourra plus avancer. De la même manière, quand on n'a pas éliminé ces 5 empêchements, ces 5 obstacles, eh ben, l'eau du fleuve va être complètement épuisée. Ces 5 obstacles sont l'avidité, la colère, l'excitation et l'anxiété, la torpeur et la laxité, et enfin le doute. Ces choses-là sont des obstacles qui vont empêcher que notre méditation va pouvoir aller jusqu'au bout. Donc c'est ces choses-là sur lesquelles on va essayer d'agir pendant la méditation pour arriver à l'estuaire. Ça, c'est l'exemple qui est pris dans un des sutras du Bouddha, dont j'ai oublié le nom, mais qu'on pourrait traduire en langage moderne, il faut qu'on ait ce laser de l'esprit. Ben, le laser, si il a des réflexions diverses, si l'électricité qui passe à travers ce qui le produit, le laser, perd en puissance, le laser ne va pas aller jusqu'à l'endroit où il doit se porter aussi. C'est vraiment un laser de l'esprit qu'on doit créer avec la méditation. Donc on va accumuler petit à petit les ingrédients pour atteindre une absorption méditative, ou en tout cas beaucoup plus de calme, beaucoup plus de joie aussi. Donc, la première, c'est des empêchements, c'est le manque d'enthousiasme. Donc, savoir produire cet enthousiasme, c'est hyper important. Le deuxième, c'est, une fois qu'on a de l'enthousiasme, c'est de développer la pleine conscience. Parce que chaque fois qu'on oublie, la méditation ne sert pas vraiment, puisque la méditation est efficace quand on se porte sur l'objet. Donc le premier antidote, la première qualité qu'on doit développer dans l'esprit, c'est cette pleine conscience. Et pour ça, on observe le souffle simplement. J'inspire, conscient du souffle, j'expire, conscient du souffle. D'accord? Et ensuite, on va essayer de développer d'autres qualités. On va essayer de développer le calme, la détente, la joie. On va essayer de développer cet effort joyeux. On va essayer de développer cette vigilance. Et petit à petit, on va raffiner
à travers la détente, la capacité, comme en rêve, à être beaucoup plus puissant mentalement pour observer toutes les petites instances de distraction et de laxité dans l'esprit. Donc on gagne l'esprit à travers la détente, la joie, le calme, sans forcer jamais, réussit à être beaucoup plus perceptif et on finit par trouver ce point d'équilibre par lequel on atteint le calme mental. Mais avant ça, avant d'atteindre le calme mental, au niveau 9, parce qu'il y a 9 étapes qui conduisent vers le calme mental, qu'on arrive déjà à gagner un peu plus de calme et sentir de la joie en soi, mais ça peut déjà transformer, s'infuser, se pénétrer notre journée. Et quand après, on dédie un peu de temps pour observer les problématiques de notre vie tous les jours, on va les considérer avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de calme, avoir des décisions qui sont beaucoup moins prises par nos émotions fortes, beaucoup plus justes. Donc, on va revoir les points un par un, tous ensemble. Donc, vous pouvez reprendre une position de méditation et je vais modifier intentionnellement le premier point. Le premier point, vous vous souvenez, c'était souvenir de l'inspiration, souvenir de l'expiration. On arrive à la 5e session, ce point-là, on va l'enlever parce qu'il n'est pas présent dans le Satipatthana. Il m'a semblé opportun de le signifier comme un prérequis au premier point, mais je pense que maintenant on peut l'enlever. Le premier point maintenant, c'est j'inspire, j'observe si mon souffle est long, simplement. Ça, c'est le premier point. Mais je vais vous l'envoyer dans le fichier. Ce sera vraiment les instructions comme elles sont dans l'Anapanasati, pardon. Ce n'était pas le Satipatthana, c'est l'Anapanasati Sutta. Donc, le premier point qu'on va faire tous ensemble, c'est j'observe si mon souffle est long. Déjà, on peut se poser la question, pourquoi cette première instruction, c'est long? Parce que c'est un peu ce qu'on doit acquérir, un souffle long. Donc on va essayer de faire ensemble cette méditation. Je vais parler pour expliquer les petits points différents, mais on va essayer d'entrecouper cette méditation d'instruction. Okay, donc on peut essayer d'observer est-ce que mon souffle est long. On voit que c'est complètement relatif, le souffle long. Ça dépend de multiples facteurs. C'est pas dans l'absolu, quand on a passé 15 secondes, c'est un souffle long. Non, ça dépend de la manière dont on respire habituellement. C'est relatif à la manière dont on respire habituellement. Mais on doit développer, en tout cas dans ce premier point, cette sensibilité pour cette chose-là qui importe plus que le souffle court. D'ailleurs, à mon avis, pour ça qu'il est en premier. Quand mon souffle est court, non, quand mon souffle est long, pardon, je le sais. Quand mon souffle n'est pas long, je le sais. C'est la première étape. Donc on commence la méditation avec comme prérequis, est-ce que mon souffle est long? Ce qui en dit beaucoup sur mon état d'esprit finalement. Est-ce que mon souffle est long? Et quand on est tendu, quand on est nerveux, non, le souffle ne sera jamais long. Il sera court, il sera heurté, il sera tendu. Donc le premier point, c'est pas seulement d'observer la longueur, c'est d'observer quel est mon état mental, sans le nommer, mais à travers la longueur du souffle, observer où j'en suis. Le deuxième point, c'est est-ce que mon souffle est court?
Et encore une fois, ce n'est pas une observation générale. Il peut être court pendant une inspiration, être long la prochaine, s'adapter à chaque fois, avoir cette fraîcheur de reconnaître en temps réel. Parce que dans la méditation, on se prive volontairement de tirer des règles générales en disant non, je suis stressé. Non, il faut qu'on l'ait reconnu en temps réel à l'intérieur de nous, le stress. Sinon, on ne dit pas qu'on est stressé. Non, c'est une forme d'adhérence mentale. De la même manière, est-ce que mon souffle est court, au moment présent, pour justement permettre que ce souffle soit plus long. Si on pense qu'en général il est long, il est court, on ne va pas faire l'effort de le prolonger. Non, est-ce qu'il est court maintenant? Ce deuxième point, il intervient pour nous rappeler qu'il ne faut pas observer simplement la longueur du souffle, un souffle long, mais savoir reconnaître aussi au moment de la journée quand notre souffle est court, parce qu'en observant le souffle court, on peut se dire « Oh là là, mais il y a peut-être une perturbation mentale, quelque chose qui cloche, quelque chose qui est dukkha, on pourrait dire, qui coince un petit peu dans l'esprit. » Simplement avec l'observation de ce souffle court. La troisième instruction, c'est j'observe le corps du souffle. Ça, c'est dans les instructions, c'est le corps du souffle, c'est-à-dire tous les muscles, toutes les sensations que je ressens qui sont engagées dans le souffle. Et il y en a plein. Il y a le mouvement de l'abdomen, du torse, la sensation de nos habits contre notre peau, l'air frais qui rentre, l'air chaud qui sort. Donc, ce troisième point, on peut le comprendre comme l'observation de tout ce qui est engagé dans le souffle. Mais on peut également, et je préfère quasiment cette explication, observer le souffle dans le sens de l'élément air. L'élément air, il est contenu dans tout le corps. C'est ce qui nous permet de sentir chacune des sensations du corps. C'est pour ça qu'on est conscient du souffle, et à travers le souffle, cet élément air, de toutes les sensations, notre corps traverse. Est-ce que c'est de la chaleur, du picotement? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai envie de bouger? Et toujours à travers l'observation du souffle. Parce que plus on va être observant du souffle, plus on va arriver à avoir cette perception de reconnaître les états de notre corps. En gagnant la pleine conscience, en faisant que cette glu va devenir de la super glue plutôt que de la colle UHU, ben on va permettre à notre esprit d'être beaucoup plus vaste, beaucoup plus perceptif et de percevoir les mouvements de notre corps subtils. J'inspire, conscient des mouvements du corps, des sensations, et je m'attache sur aucune, parce que si je m'attache sur la douleur, par exemple, je vais quitter le souffle. Et si je quitte le souffle, plus de pleine conscience, plus d'observation. Donc je m'attache à aucune. On pourrait dire que c'est quasiment l'objet secondaire de notre esprit. L'objet premier, c'est le souffle lui-même. Et à travers le souffle, l'observation des mouvements du corps, des sensations, sans essayer de les modifier. Et ça, c'est le point prochain, on n'essaie pas d'anticiper. Simplement là, on observe les sensations
à travers le corps. À travers cette respiration dont je sais que plus elle est calme, plus je suis perceptif. Et sans forcer, sans vouloir que la respiration soit plus calme que ce qu'elle pourrait être à cet instant. Trouver ces points d'équilibre, ces points délicats entre les deux extrêmes, de ne rien faire pour améliorer, de forcer, créer une tension, de perdre la pleine conscience. Trouver la note de guitare juste, trouver le la. Maintenant qu'on a observé le corps, on peut le calmer, parce qu'on ne peut pas calmer quelque chose qu'on n'a pas observé, puisqu'on ne l'a pas senti. Il faut déjà que notre attention se porte sur les tensions avant de les dissoudre. Parce que très souvent, on a des tensions musculaires qu'on ne sent même pas. Notre esprit ne se porte pas dessus. Ah oui, c'est vrai, quand on reçoit un massage, par exemple, on va chez le kiné, oh, j'avais pas du tout senti que j'avais une tension dans le dos. Mais je n'étais pas du tout conscient. Donc on peut détendre que les choses qu'on a préalablement identifiées. C'est pour ça qu'on ne passe pas directement du souffle à la détente. Il faut avoir une certaine appréhension du corps. Quand on a établi un peu plus de conscience de ce corps, on va pouvoir le calmer. Pas de manière absolue. Pas plus que ce qu'on pourrait. Et c'est là où on peut observer l'attachement à l'avidité. Quand on essaie de détendre plus que ce qu'on est capable, certainement dans l'esprit il y a une forme d'avidité, de saisie, d'adhérence, d'attachement. Non, simplement, comme quand on a un enfant dans les bras qui pleure, on essaie de tout de suite vouloir le calmer. Ça va créer plus de problèmes, de l'impatience, de la colère, des tensions. Non, on sait qu'il faut du temps pour calmer un enfant. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas espérer que tout de suite l'enfant va se calmer. Et de la même manière pour le souffle. De la même manière pour le corps lui-même. Et même si l'enfant continue de pleurer un peu, au moins il aura un peu moins pleuré au départ. C'est plutôt cette attitude qu'il faut avoir. À la fin, on peut peut-être encore avoir des tensions, de la douleur dans certains muscles. Peut-être qu'on a quand même gagné un peu déjà en détente. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'à la fin, la méditation soit toujours dans un état de béatitude totale où on n'a plus aucune sensation déplaisante dans le corps. Non. Observer et être content de tous ces petits efforts qu'on met dans la méditation. J'inspire, je calme les activités du corps. C'est-à-dire que ces tensions, je peux essayer de les observer en me disant mais qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant pour que cet enfant de mes tensions puisse le calmer. Juste, hop, calmer un peu mes épaules. Faire que je respire un peu moins sèchement, un peu moins fortement. Et peut-être que mon souffle maintenant peut exprimer ce calme. Avant, je le subissais un peu le souffle, je faisais que l'observer. Maintenant, je peux me dire comment est-ce que je peux, avec cet enfant du souffle, essayer de faire en sorte qu'il exprime ce bien-être, cette paix intérieure, ou un peu plus de paix intérieure, ou en tout cas sensible des moments où peut-être j'ai un peu plus de paix intérieure. On peut être très tendu ce jour-là ou aujourd'hui. On essaie d'observer à travers la lorgnette ces petits instants peut-être où, oui, en une seconde ou deux, il y a eu un souffle où j'ai l'impression
Mon souffle s'est complètement calmé, il exprimait cette détente. Mon esprit et mon souffle est complètement corrélé dans cette détente. J'inspire, je calme les activités du corps. J'inspire, je calme le souffle. J'autorise cette détente. Et naturellement, quand on autorise cette détente, on vit une expérience satisfaisante. Naturel, ça coule de source. Toutes ces instructions coulent de source. Quand j'autorise plus de détente, quand mon esprit relâche, ça saisit cette adhérence forte. Alors je veux passer au 5e point. J'inspire, conscient de cette expérience rafraîchissante que je fais. Et là, on se porte sur le souffle, comme encore une fois la base de notre méditation, mais on ouvre un peu plus la porte à l'observation de nous-mêmes, de nos émotions, de notre esprit, de la manière dont nous faisons l'expérience des choses. Je conserve toujours ce souffle calme, un peu plus calme, sensible en tout cas au moment où il y a un peu plus de calme, toujours dans la détente. Et j'observe la qualité maintenant de mon expérience, cette expérience rafraîchissante, waouh, peut-être à quelques instants, une forme de paix. D'arriver en temps réel à exprimer cette paix. J'y arrive. C'est possible, c'est à portée de main, pas quelque chose qu'il faille se battre pour l'avoir, non, simplement je l'exprime, c'est là. Ou c'est peut-être là une fraction de seconde, ou c'est peut-être pas vraiment là, mais c'est pas grave si c'est pas vraiment là, ça peut le devenir vraiment là. J'inspire, comme si j'avais trouvé de l'eau dans le désert. Je souffle, c'est comme si c'était de l'eau que je trouvais dans le désert. Il exprime ça, c'est de l'eau fraîche, c'est rafraîchissant, une expérience de joie. Et naturellement, de ça peut venir sukha, on appelle sukha, qui est plus que de découvrir de l'eau, qui est comme de boire de l'eau fraîche. Plus que cette expérience rafraîchissante, c'est l'expérience de profond contentement, de bonheur, de paix intérieure. Mon souffle sur lequel je porte mon esprit l'exprime. J'inspire et mon souffle exprime ce contentement. C'est un objet neutre, c'est un objet ennuyeux. C'est bien le support sur lequel je vais pouvoir développer beaucoup plus de joie, de paix intérieure. Je commence à vraiment aimer le souffle. On voit qu'on acquiert au fil de cette méditation un peu plus de pleine conscience, un peu plus de calme, un peu plus de joie. On développe les qualités de l'esprit qui vont permettre, en les pratiquant, de pouvoir absorber l'esprit totalement. Et si on n'y arrive pas, encore une fois, pas grave, c'est un entraînement. L'importance qu'il y a dans la méditation d'observer les choses positives, les choses qui arrivent, même si elles durent une seconde. On voit qu'en observant cette durée de vie d'une seconde, on peut l'étendre
on peut le rendre plus vaste. On peut se porter sur l'expérience plutôt que sur le souffle lui-même. On peut se porter sur l'expérience satisfaisante, sur le contentement. On peut se dire, mais jusqu'à quel point ça peut s'arrêter, ça? Jusqu'à quel point ça peut aller? Et on finit par voir en temps réel les bienfaits de la méditation. Pas simplement de manière intellectuelle, mais on les valide par nous-mêmes, par l'expérience. Waouh! Pouvoir avoir ce sentiment de contentement sans avoir besoin de rien que mon esprit, moi-même, sans que ce soit nourri par aucun bien matériel. Voilà, et on va terminer avec une dédicace. C'est ainsi que se termine cette méditation sur le souffle, ce cycle d'enseignement sur le souffle. Et on va faire une dédicace. Alors, on va dire, oui, alors, c'est Robert, je dédie cette chanson de Johnny Hallyday pour Josette. Mais si Josette, elle n'écoute pas, on peut se dire, mais ça sert à quoi la dédicace? Alors, on peut se dire, ça sert à quoi la dédicace? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dédicace? Imaginons qu'on a fait un long voyage, ça a été dur, on a traversé l'Asie, par exemple, à pied, et qu'en arrivant, on se dit, mais voilà, mais tous les efforts que j'ai faits, puissent-ils servir à quelque chose? Bon, sur le moment où on fait cette dédicace, ils ne vont pas nécessairement servir, mais si on se dit, tous les problèmes que j'ai vécus, les choses que j'ai traversées, tout ça, je le donne au bien de tous les êtres. Ben, l'impression qu'on va avoir, elle va être monumentale dans l'esprit, parce qu'on va faire qu'une activité qui peut sembler en apparence fortuite, finalement s'associe dans notre esprit à quelque chose de profondément altruiste. C'est ça la dédicace, c'est de faire que ce qu'on a fait aujourd'hui, on va essayer de le connecter à quelque chose d'altruiste à l'intérieur de nous. Voilà, donc tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce qu'on a fait durant ces sessions, méditation sur le souffle, les efforts qu'on a fait pour méditer, voilà, ben, tout ça, puisse cela transformer à l'avenir mon esprit, pas seulement pour mon propre bien-être, qui est très important, mais pour celui de tous les êtres, ma famille, mes amis. Et je vous laisse quelques instants pour pour formuler avec vos propres mots une motivation la plus vaste possible, mais aussi en incluant les personnes qui souffrent peut-être dans votre entourage. Alors, merci à tous. Le groupe Google reste ouvert encore pendant 2 semaines. Je pourrais intervenir pendant 2 semaines si vous avez des questions, des échanges. Après, vous pouvez me contacter si vous avez des questions sur l'adresse email frandb@sandkalachakra.net. Et puis, on peut rester encore quelques minutes si vous avez des questions. Sinon, ceux qui souhaitent se déconnecter, ben, à bientôt au centre peut-être. Merci d'avoir assisté à toutes ces séances. Je ne sais pas si Arnaud, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? C'est voir si on effectivement prend quelques minutes pour d'autres questions. En tous les cas, je me joins à toi pour remercier tout le monde pour la participation enthousiaste à ce groupe. Je pense que ça a aussi contribué au fait que ça se passe comme ça, toutes les questions. Donc ça a vraiment été précieux. Et puis du coup, j'ai bien noté que
Tu proposais, François, de prolonger en septembre, peut-être en explorant plus sur cette base-là l'impermanence et la nature de l'esprit. Donc, j'espère qu'on pourra organiser ça au centre et peut-être en même temps aussi le donner en accès à distance. On va en tous les cas Oui, je pense que essayer. c'est un des bienfaits de cette époque qui nous a montré que c'est important de diffuser aussi Ouais. euh, ce Zoom-là. Si on pouvait faire que les enseignements au centre soient diffusables sur Zoom, ce serait parfait aussi, hein. C'est possible, je pense, hein. On va essayer en tous les cas. On va essayer. Et après, donc effectivement, si vous voulez décrocher maintenant, n'hésitez pas. Et puis du coup, à bientôt. Dans les questions, il y avait en particulier un moment, je pense, quand tu as parlé des 5 empêchements, tu as parlé de laxité. Et donc, il y avait une question là-dessus pour préciser ce que c'est. Alors, la laxité, c'est laxity en anglais. Je ne sais pas si je le traduis bien, mais ça existe, laxité en français, mais je pense que c'est plus un terme dans la laxité physique. Je crois que c'est les muscles, les laxités. Moi, je l'emploie peut-être un peu à tort, mais laxité, c'est quand on a cette pleine conscience sur l'objet, c'est-à-dire qu'on n'est pas distrait, ce n'est pas une forme de distraction, mais qu'on a un problème de clarté mentale, c'est-à-dire qu'on est un peu en dessous, on est pas distrait, on est vraiment sur l'objet, mais l'objet apparaît pas clairement. En tout cas, la faculté de l'esprit à avoir une forme de clarté observant de l'objet a un peu disparu. Ça, c'est la laxité. C'est pas la torpeur, parce que la torpeur, c'est vraiment, quand on a la torpeur, on n'a pas cette pleine conscience. Mais dans cet obstacle, il y en a 5, mais il y en a 2 qui vont par paire. Il y a l'excitation et l'angoisse, l'anxiété, pardon. Ça fait 1. Mais l'excitation, c'est la même chose. On est observant de l'objet, mais on a envie d'aller ailleurs. Par contre, la laxité, c'est pareil. On est observant de l'objet, mais avec une qualité de l'esprit qui manque de clarté, d'intensité aussi parfois. Et puis, il y a la torpeur qui, elle, est une forme de distraction. Quand on a une torpeur, on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. Il y avait une question quand on remarque que l'inspiration et l'expiration ne sont pas de la même durée, que l'inspiration, par exemple, peut être plus courte ou plus longue. Est-ce qu'il faut les égaliser? Non, il ne faut pas essayer d'égaliser parce que c'est peut-être révélateur que c'est ce qu'il nous faut à cet instant. Si on acquiert du calme, on peut essayer de les rallonger, mais pas nécessairement. Et puis, ça nous en dit peut-être beaucoup sur notre état d'esprit. Quand on a de la colère, par exemple, l'inspiration est très forte. Quand on est détendu, l'inspiration est souvent plus courte que l'expiration. Et d'ailleurs, dans le pranayama, il y a des exercices où on fait qu'on inspire sur 5 secondes, on expire sur 7, par exemple. Parce qu'en faisant ça, on oriente l'esprit vers plus de détente. Si on veut, il y a rarement dans le pranayama quelque chose où on expire pendant 7 secondes, on inspire pendant 7 secondes, pardon, et on expire pendant 5. Parce que ça va tendre l'esprit. Il peut générer une forme d'énergie, mais quand on veut calmer et absorber l'esprit, il vaut mieux que l'inspiration soit plus brève que l'expiration. Et puis, il y avait une dernière question. Est-ce que quand on observe le souffle dans le corps, c'est pour prendre la conscience de son corps dans sa globalité? C'est pour calmer le corps. C'est pour calmer les activités du corps et puis pour être conscient que sans calmer le corps, c'est difficile d'absorber l'esprit. Parce que si on a une tension comme ça, naturellement, ça se reflète dans l'esprit. Donc, même quand on travaille sur des visualisations, si on n'a pas détendu le corps, l'esprit va avoir un empêchement profond. Donc oui, c'est pour observer le corps, mais c'est aussi pour le détendre, et puis pour prendre la mesure du corps, de ses caractéristiques en temps réel. Et puis sur la question de savoir si on avait une capacité de prescience et de savoir quand le centre va rouvrir, non. On sait déjà que ce sera fermé jusqu'à début juin.
ça, c'est les consignes qui ont été données. On suit au fur et à mesure. On est aussi soucieux que le centre soit pas un lieu de contagion comme ça a été le cas dans d'autres lieux religieux, dans d'autres endroits. Donc voilà, d'un côté, on a très envie de rouvrir, de l'autre côté, on a cette vigilance-là, et en attendant, on fait les programmes en ligne. Voilà, puis plein de messages de merci, et du coup, merci vraiment à tous. Ben, merci Merci, à tous. merci. Merci à toi, À bientôt. Arnaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous, et Merci, puis à merci. bientôt peut-être au centre ou en ligne, qui sait. Merci François, merci Au Arnaud. revoir. Merci. Au Merci revoir. François. Salut. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Allez, Sylvie.